Nous sommes en train de plastifier notre planète. Difficile de trouver un endroit sur Terre sans plastique. Si on n'arrive pas à gérer cette crise, où 2 milliards d'habitants sont sans aucun service de ramassage de leurs déchets, la pollution plastique des mers sera irréversible et irréparable. Nous aurions besoin d'une stratégie globale. Or, il n'y en a pas. Et ça, c'est effrayant. Nous devons parvenir à ce que la matière plastique soit évaluée dans ses applications, sans oublier qu'elle reste une matière première, une ressource bien trop précieuse pour être jetée. Réfléchissons, on a trouvé des tas de planètes, tas d'exoplanètes, tas de systèmes stellaires. La vie est nulle part à côté de nous. Quelle chance qu'on a, quelle merveille. Et on va la bousiller avec du plastique, arrêtez. Nous avons produit de telles quantités de plastique que nous pourrions en faire une feuille de cellophane dans laquelle on envelopperait 1,5 fois la Terre. La ville de Leyde au lever du jour. Un matin ensoleillé d'automne sur la côte hollandaise de la mer du Nord. Cet oiseau matinal se dirige vers la mer. À bicyclette bien sûr, une passion de Leyde pour ainsi dire, comme il se doit en Hollande. Toujours sa planche de surf sous le bras. Et pas n'importe quelle planche. La sienne est composée de déchets plastiques. Mera Intinga adore le surf. Il est diplômé en biologie, artiste indépendant et activiste dans le combat contre un adversaire apparemment surpuissant, les déchets plastiques. Sa planche fait partie de son message. On m'appelle le surfeur des soupes de plastique, du nom de ces amas de déchets plastiques qu'on trouve en mer. Je m'en sers pour mes campagnes de sensibilisation. J'ai fabriqué cette planche avec de petites bouteilles de plastique, parce que je voudrais que l'on revienne au système de la consigne. Aux Pays-Bas, il n'existe pas de consigne pour ces petites bouteilles. En Allemagne, c'est différent. Elles sont consignées et les magasins les reprennent. Voyez-vous, rien qu'aux Pays-Bas, des dizaines de millions de ces bouteilles partent chaque année à la poubelle. Avec un système de consigne, on pourrait faire considérablement diminuer ce chiffre. Avec cette planche, je suis allé jusqu'en Angleterre depuis la côte hollandaise, ce qui fait 200 km. C'était en 2016, une initiative spectaculaire pour promouvoir le principe des bouteilles en plastique consignées. Pour Tinga, ce n'était pas la première action du genre. Mais jusque-là, il n'avait encore jamais osé s'attaquer à la traversée de la Manche. Quand j'ai quitté Scheveningen, il y a eu un moment génial. Les bateaux d'assistance étaient encore tout près,
et j'ai vu ma femme me faire un signe de la main. Là, j'ai su qu'il fallait y aller. Je savais que ça allait devenir difficile. La mer allait grossir et le vent allait se lever et nous allions devoir l'affronter. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a des endroits où beaucoup de plastique flotte dans la mer. On n'arrive pas toujours à savoir ce que c'est. Des bidons, des ballons ou des emballages. À un moment donné, j'ai accroché un grand filet de pêche qui flottait à la surface. Il s'est emmêlé autour du foil de la planche. Les gens du bateau ont dû intervenir pour me libérer. Hoeveel zijn we? 137 graden, mooi. Ce qui me motive, c'est la conviction que je peux vraiment changer les choses. Je voulais attirer l'attention des gens sur la pollution plastique de nos mers et promouvoir un système de consigne pour les petites bouteilles, pour empêcher qu'elles ne finissent à la mer, sur nos plages, dans nos rivières et dans nos canaux. Message on a Bottle est le nom qu'il a donné à son action. Le message dans la bouteille était parvenu à bon port. Quand j'ai atteint la plage, des gens étaient là à m'attendre. Ça m'a surpris. Mon action a été bénéfique à ma pétition. Grâce à ma traversée de la Manche, j'ai recueilli 60 000 signatures. Je les ai toutes déposées au Parlement pour encourager les députés à instaurer un système de consigne sur les bouteilles en plastique. Recycler plutôt que jeter. Tinga va loin dans son engagement. Le plastique serait comme un orage qui gonflerait la voile de son kitesurf. Mais depuis, l'orage s'est transformé en tsunami, parce que le plastique nous submerge tous. Lorsque les matières synthétiques ont entamé leur marche victorieuse dans le monde entier en 1950, ce n'était encore qu'une petite brise. À cette époque, la production de matières synthétiques se limitait à 2 millions de tonnes par an. En 2015, c'était déjà 380 millions de tonnes. En tout, on aurait produit jusqu'à ce jour environ 8,3 milliards de tonnes de plastique, ce qui représente le poids de 822 000 tours Eiffel. Et ce qui est particulièrement alarmant, c'est que plus de la moitié a été produite ces dernières années. Francfort, siège de Plastique Europe-Allemagne, l'association de lobby du secteur industriel des produits synthétiques. La cote de popularité du matériau auprès de la population serait d'environ 75%. C'est du moins ce qu'ils disent ici, à Francfort. Rüdiger Baunemann est directeur général. Son credo, la matière synthétique n'est pas le problème, mais une partie de la solution. Ce dont nous sommes particulièrement fiers, c'est qu'aujourd'hui, les matières synthétiques sont présentes dans quasiment tous les domaines de notre vie quotidienne. Regardez autour de vous, les matières plastiques sont partout, dans les emballages de nos aliments, dans les maisons que nous habitons et qui sont, nous sommes en hiver, maintenant agréablement chaudes, parce qu'elles sont isolées avec des matériaux synthétiques, dans les automobiles où nous sommes entourés de plastique, et on en utilise toujours plus. L'électronique, les téléphones portables, les tablettes, ou bien dans le domaine du sport. Peu importe que nous soyons sportifs nous-mêmes ou que nous allions seulement assister aux matchs, les stades de foot, ces temples des temps modernes, ne pourraient plus aujourd'hui être réalisés dans leur forme actuelle sans recours massif aux matières synthétiques. Le champ d'application du plastique est prodigieux. 64 000 m² de film plastique. Le stade de l'Allianz Arena à Munich se présente dans un bel emballage. Érigé pour la Coupe du Monde de football 2006, il avait à l'époque la plus grande membrane plastique du monde. Le matériau utilisé pour la construction, très solide et perméable à la lumière, s'appelle le fluorpolymère. Il est très intéressant et important de se souvenir que la première invention importante de matériaux synthétiques avait eu pour but de se substituer à l'ivoire des boules de billard.
Un joueur s'était plaint que les boules n'étaient pas parfaitement sphériques, puisqu'il s'agit d'un matériau naturel. Il a alors offert une récompense de 10 000 $ à celui qui trouverait un matériau mieux adapté que l'ivoire. Et ce fut une matière plastique qui se révéla clairement la plus adaptée. Autre avantage, elle a sauvé la vie des 12 000 éléphants sacrifiés tous les ans pour fournir l'ivoire nécessaire à la fabrication des boules de billard. Et ce n'était qu'un début. Le transistor en bakélite, la voiture pour enfants, les tupperwares et les monoblocs, du sport à la médecine, le plastique est en plein boom depuis le milieu du siècle dernier. Même le ballon de foot est depuis longtemps en plastique, tout comme les automobiles et les jouets. Léger, polyvalent, mais surtout bon marché, le plastique est omniprésent dans notre vie quotidienne. Mais comme nous le rappellent les associations environnementales, le plastique n'a pas que des avantages. Pour l'industrie du plastique, c'est le matériau par excellence du XXIe siècle. J'ajouterais qu'il est malheureusement aussi le problème du XXIe siècle. Et les années qui viennent seront déterminantes. Saurons-nous faire un usage plus intelligent du plastique que jusque-là ? Dès le milieu des années 1970, l'Académie nationale américaine des sciences avait attiré l'attention sur la pollution des mers par les déchets plastiques. Le rapport mentionnait alors qu'une réduction était urgemment souhaitable. Peine perdue. Le plastique n'a certainement pas été pensé pour être expérimenté sur l'espèce humaine. Il est devenu l'un des jouets favoris des ingénieurs qui s'en sont servis pour développer des matériaux jusqu'alors inimaginables. Évidemment, à ce moment-là, personne ne se souciait de savoir quoi en faire quand il deviendrait un déchet. On a créé quelque chose de magique, mais maintenant on a surconsommé. On ne s'est pas rendu compte, en effet, de toute cette consommation, de tout ce qu'on a pu créer sans réfléchir après, en effet, quelle est l'empreinte qu'on va laisser. Et cette empreinte ne peut plus être évincée de la discussion. La question de la pollution par le plastique est à voir comme un problème politique. Il s'agit d'une défaillance du marché, ce dernier n'étant pas en mesure de corriger les erreurs systémiques qui ont généré les microplastiques, présents dans tous les milieux naturels, jusque dans le corps humain. Tous les cours d'eau sont saturés de plastique, partout dans le monde. Il devient urgent d'agir, politiquement aussi. Je pense qu'en Europe, nous devons initier une véritable régulation très contraignante dans ce domaine. C'est seulement si nous agissons qu'il y aura des répercussions internationales qui s'étendront au monde entier. Mais en Europe, tout le monde continue à dire que tant que le reste du monde ne bouge pas, nous ne bougerons pas. Mais à l'inverse, les autres n'auront pas de raison d'agir si l'Europe ne le fait pas. Retour à Leyde, en Hollande. Les rayons de ce supermarché regorgent de plastique. L'emballage est roi. Pourquoi ? Avec l'augmentation des foyers monoparentaux, les portions deviennent de plus en plus petites. Quand on lui parle de plastique et d'emballage, Merain Tinga a la nausée. L'habitant de Leyde qu'il est ne peut se résoudre à accepter cela, et il entend bien se battre. Dans les supermarchés, tous les aliments sont emballés dans du plastique. Avec ma campagne, je voudrais que les fabricants commencent à engager le début d'une prise de conscience sur les emballages. Il se bat contre le lobby puissant des fabricants. Un Don Quichotte au pays des moulins à vent, dans un pays où même les moulins à vent sont en plastique.
Il n'y a aucun produit sans emballage dans ce magasin. La plupart des supermarchés ne proposent pas de produits en vrac. Presque tout ce qu'on achète aujourd'hui est emballé dans du plastique. Il y a de quoi être alarmé des conséquences de notre usage effréné du plastique et par la quantité de déchets plastiques qu'on produit. Même si ce n'est qu'une petite partie, quand le plastique atteint la mer, il s'y accumule. Des chercheurs nous disent que si l'on continue à ce train-là, dans 30 ans, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Ce sont les emballages qui représentent le plus gros des détritus. Avec 220 kg de déchets d'emballage par tête et par an, les Allemands étaient champions d'Europe en 2014. Les Français, par comparaison, en produisent moins, 188 kg par an. Ce qui représente tout de même encore bien plus que la moyenne européenne, qui était de 163 kg en 2014. Les Pays-Bas ne sont pas mieux lotis. Sur l'échelle des déchets, les emballages font la course en tête, y compris sur le marché hebdomadaire de l'aide. Tinga ne se voit pas comme un ennemi du plastique. Il aimerait plutôt modifier l'usage que nous en faisons. Pour que le plastique ne pénètre pas dans la chaîne alimentaire, il faut commencer par en produire moins. Et par-dessus tout, il faut en utiliser moins. C'est là qu'intervient le consommateur. Ici, on fait en sorte d'éviter de jeter les déchets. Je viens de discuter avec une femme sur le marché qui m'a dit qu'on risque une amende de 1 500 € si on jette quoi que ce soit dans le Rhin, même un déchet organique. Ces mesures semblent bonnes pour un marché comme ici. Mais les racines du problème sont plus profondes. C'est notre manière d'utiliser le plastique, de le considérer comme un matériau anodin, alors qu'il représente un réel danger pour l'eau et pour l'environnement. Car il ne faut pas oublier qu'en réalité, le plastique a de la valeur. Surtout les bouteilles en polytéréphtalate, le PETP. Comme elles sont fabriquées dans des matières synthétiques spécifiques, elles sont faciles à revendre, car elles peuvent servir à la fabrication de nouvelles bouteilles, ou aussi pour la production de polyester. Dans le domaine des bouteilles en plastique, la vraie question est usage unique ou usage multiple? L'usage unique est plus rentable. Les magasins discount comme Lidl ou Aldi optent pour cette solution parce que c'est ce qui leur coûte le moins cher. C'est le prix qui détermine l'emballage que je choisis. Or, il se trouve qu'actuellement, les matières issues du pétrole sont si peu chères et engendrent des chiffres de croissance tels qu'on a un produit ubiquitaire dans le monde entier, disponible partout et en grande quantité. Le système de la consigne exige une infrastructure coûteuse. Les protecteurs de l'environnement et le marché des boissons parlent d'un combat de David contre Goliath. La consigne est un système qui fonctionne à merveille. Mais il est très complexe à mettre en place, à faire fonctionner, à contrôler. Il nécessite une bureaucratie immense, mais on en retire beaucoup d'argent. Nous avons fait le calcul pour les téléphones portables. 10 € par téléphone multiplié par 100 millions de téléphones, ça fait 1 milliard d'euros. En appliquant ce même principe aux bouteilles en plastique, ce serait encore une toute autre somme. C'est donc un moyen très efficace. Mais les politiques hésitent, parce qu'ils ne savent pas s'ils peuvent ou s'ils veulent véritablement y arriver. Dans pratiquement tous les pays, nous subissons une pression massive de la part de l'industrie des boissons et des groupements d'entreprises, justement, pour empêcher ces systèmes de reprise des vides. Et la pression est constante. Coca-Cola, par exemple, a longtemps proposé un système de bouteilles en plastique consignées. Il ne le propose plus du tout maintenant. Il est vrai que cela risque de réduire les dividendes des actionnaires. Mais cela ne devrait pas freiner l'ardeur des politiques. On est en droit de réguler cela. On n'est pas obligé de céder au chantage. Et pourtant, en Allemagne aussi, le législateur a cédé à la pression du lobby des boissons. La généralisation du système des bouteilles consignées n'a pas la priorité.
Je crois que la question des emballages perdus est une histoire qui n'a pas forcément à voir uniquement avec les producteurs ou les distributeurs. C'est aussi une décision consciente ou inconsciente des consommateurs de choisir ce qu'ils préfèrent. Elle peut être influencée par des raisons annexes. Traîner une caisse de bouteilles consignée au 3e étage d'un immeuble peut être un problème pour des gens âgés qui vont préférer d'autres solutions. Il faut bien voir qu'en Allemagne, la question des emballages consignés évolue dans une direction regrettable. Ces dernières années, de plus en plus de fabricants ont privilégié l'emballage jetable. Alors que l'objectif devrait être de tendre vers une économie circulaire. En d'autres termes, il faudrait maintenir les produits synthétiques aussi longtemps que possible sur le marché, ou bien les réutiliser sous une autre forme, les recycler en somme. Multiport, une usine de recyclage à Bernbourg dans l'est de l'Allemagne. C'est là qu'arrivent les précieuses bouteilles PETP et d'autres matières synthétiques pour être recyclées. Kostas Velis est un expert de renommée internationale. Il enseigne l'économie circulaire et l'usage approprié des ressources à Leeds, en Grande-Bretagne. L'industrie du traitement des déchets est l'une des plus importantes du monde, mais on a tendance à l'oublier. En réalité, l'exportation de déchets occupe une très grande place, surtout si on compare les chiffres avec ceux des autres produits d'exportation provenant de nos pays industrialisés. Nous importons beaucoup de produits fabriqués quelque part en Asie du Sud-Est. Comme on a délocalisé leur fabrication, nous sommes contraints de les importer. Et après, nous on exporte les déchets, ce qui nous donne une chaîne mondiale d'approvisionnement des déchets. Entre 1950 et 2015, l'humanité a produit 6,3 milliards de tonnes de déchets plastiques. 9% environ sont recyclés, 12% sont brûlés, et 79% des déchets éparpillés dans le monde se retrouvent dans des décharges ou atterrissent tout simplement quelque part dans l'environnement. Les scientifiques estiment que si nous continuons de la sorte, en 2050, près de 12 milliards de tonnes de déchets plastiques dériveront à la surface des océans. Funeste perspective. Nous devrons peut-être bientôt dire qu'il y a autant de sable que de plastique dans les mers. Le monde à l'envers. Dans les comparaisons internationales, l'Allemagne a la réputation d'être plutôt bonne dans le recyclage du plastique. Même si beaucoup de choses sont thermiquement revalorisées, comme disent les spécialistes, en clair tout simplement brûlés, des systèmes comme ceux-ci sont à la pointe. Les déchets arrivent par balles qui sont à nouveau triés, lavés, compactés et ensuite transformés en pastilles ou en granulés. Un contrôle de qualité vérifie si les normes sont bien respectées. Bouteilles, canettes et récipients sont retransformés en matières premières, point de départ pour de nouveaux produits synthétiques. Les machines sont très modernes et les processus complexes sont gérés par ordinateur. On a ici un bon exemple de déchets recyclés qui resteront en majeure partie sur les marchés européens et seront transformés en nouveaux produits. Mais pour beaucoup de matériaux de qualité inférieure, la seule issue possible, c'est la Chine. Selon une étude menée il y a quelques années, la Chine recueillait 90% de tout le plastique exporté par l'Europe. En Allemagne, nous sommes très fiers de ne plus produire autant de déchets à mesure que l'économie croît. C'est-à-dire que nous avons découplé la croissance de la question des déchets. Mais en fait, nous envoyons tout à l'étranger. Les déchets que nous produisons se retrouvent à présent en Chine et au Vietnam, et non plus en Allemagne. Jusque-là, plus de la moitié des déchets plastiques en provenance du monde entier, 56%, arrivaient en Chine. L'Union européenne y exporte 87% de ces déchets. Mais la Chine n'en veut plus. Les dirigeants chinois veulent réduire drastiquement l'entrée des déchets plastiques dans leur pays à partir de 2018. Le port de Qingdao. C'est ici qu'arrivent les déchets de l'Europe. Et d'ici, ils repartent vers l'intérieur du pays, principalement à destination de la province de Shandong, la province du plastique. Dans certains villages, on trouve des douzaines d'ateliers de recyclage.
Les paysans et les journaliers sont devenus des recycleurs de plastique. La croissance de la Chine a boosté sa faim de matières premières. Et pour Pékin, les déchets du globe sont un marché comme un autre. Le prix à payer, des fleuves et des villes polluées et des gens malades. La Chine, la déchetterie de l'Europe. Loin des yeux, loin du cœur. Les standards environnementaux élevés que nous exigeons dans l'Union européenne ne nous intéressent plus à l'autre bout du monde. Masques respiratoires et gants de sécurité sont ici des accessoires inconnus. Mais la belle mécanique s'enraye. En effet, la Chine vient de faire savoir à l'Organisation mondiale du commerce qu'à partir de 2018, elle n'importerait plus de déchets plastiques. Le prix que Pékin doit payer pour les effets secondaires des importations est trop élevé. Dans l'Empire du Milieu, la protection de l'environnement s'écrit désormais en lettres capitales. Et l'arrêt des importations pourrait bien causer des problèmes aux pays européens exportateurs de déchets. Si on veut être honnête, il faut admettre notre dépendance envers la Chine. Et on a exporté d'énormes quantités de déchets plastiques sans se préoccuper de savoir si la Chine respecte ou non les normes environnementales ou de santé publique lors du traitement des déchets. Nous devons admettre que nous nous sommes voilés la face. Nous ne savions pas vraiment ce qui se passait là-bas. Et d'ailleurs, on ne le sait toujours pas exactement. La traçabilité des matériaux exportés en Chine n'existe pas, et personne ne peut être certain de leur destination. Mais si on veut réellement soutenir un développement durable, il faut savoir où vont ces matériaux. Il faut être sûr qu'ils sont recyclés dans des conditions optimales et que le processus de recyclage ne met pas en danger la santé des gens. Alors seulement on pourra parler d'un bon recyclage qui économise les ressources de notre planète et qui est durable. Une grande partie des sacs plastiques sur le bord de la route vient d'Europe. Une affaire pas très propre, mais très juteuse. Le tri se fait à la main et on se lave avec l'eau souillée du bac de rinçage. Agents de nettoyage corrosif, vapeur empoisonnée, voilà à quoi sont exposés les travailleurs itinérants en Chine. De génération en génération, pour le bien de l'économie. Le Made in China rend la chose évidente. Cuisiner à Shandong n'a rien d'une partie de plaisir. Les déchets sont la face cachée de l'aspiration à la prospérité partagée dans le monde entier. Aujourd'hui, les montagnes de déchets en Chine ont tellement grandi qu'elle n'a plus besoin d'importation. Manger dans le plastique, jouer dans le plastique, dormir dans le plastique. Il n'y a plus rien d'autre ici. Les enfants aiment bien aller à la pêche dans les eaux d'égout toutes proches. Les appâts ne sont pas un problème. Pas besoin de canne à pêche non plus. Il n'y a qu'à se baisser pour ramasser le poisson. On ignore combien de toxines se sont accumulées dans ces poissons. Mais les cancers et d'autres maladies graves ont connu une forte augmentation dans la province. Si Pékin décide de stopper vraiment les importations et déclare la guerre aux déchets plastiques, de telles images devraient disparaître.
On peut alors se demander quelle sera la nouvelle destination de tout le plastique d'Europe et des États-Unis, de ces millions de tonnes qu'on a collectées pour les recycler, si la Chine ferme ses portes. Personne ne le sait. On peut être cynique et dire qu'il faut trouver une nouvelle Chine. L'Afrique, par exemple. Il est évident que si les Chinois ferment vraiment leurs frontières, la panique va s'emparer des marchés. Où vont aller tous les déchets? Aux États-Unis, ils se retrouveront dans des déchetteries. En Europe, on en recyclera une petite partie et le reste ira dans les pays proches de la Chine. Nous savons par exemple qu'au Vietnam, il y a déjà beaucoup plus de déchets plastiques allemands. Nous devons tout simplement obtenir que de tels matériaux ne soient plus exportés. Officiellement, il est interdit d'exporter des déchets. Mais s'ils sont déclarés matières premières, ils deviennent une marchandise et peuvent être exportés. C'est la raison pour laquelle il faut, à l'intérieur de l'Europe, des règles qui empêchent que nous nous en débarrassions à bon compte. Et à tout prendre, à notre propre détriment. Car au final, la matière synthétique nous revient sous forme de jouets bon marché, comme un nouveau mélange fraîchement pressé. Andrea Büttner est chercheuse en arômes à l'Institut Fraunhofer à Freising en Bavière, dans le sud de l'Allemagne. Mère de 3 enfants, elle a eu l'idée lors d'un goûter d'anniversaire d'examiner de plus près la composition des jouets de ses enfants après qu'un des cadeaux avait provoqué des maux de tête. Ok, c'est bon pour moi. J'échangerai bien maintenant pour comparer avec ce que tu as relevé. On fera l'évaluation d'intensité tout de suite après. Quelle est l'odeur d'un dinosaure? Celui-ci en particulier a une très forte note de moisi, un peu gras et légèrement piquant. Ça pique vraiment le nez et un peu les yeux aussi. Si je sentais plus longtemps, ce que j'ai fait déjà au préalable, je constaterais l'arrivée d'un léger mal de tête. Dans ce bocal se trouve une bouée pour enfants. Nous l'avons caractérisée comme ayant une note relativement puissante d'amande amère. Il y a aussi une note doucereuse et de colle. Nous remarquons aussi que l'odeur est piquante. On la sent dans le nez et au bout d'un moment, elle provoque des maux de tête. C'est ce que plusieurs panélistes nous ont dit. Le nez au service de la science. Les jouets en plastique sont le sujet de la thèse que Christoph Widmer rédige sous la direction de la chercheuse. Je pense qu'il y a déjà eu beaucoup de recherches sur le plastique. Mais ce qui m'inquiète, ce sont les produits qui viennent de certaines régions du monde et qui ne sont pas analysés dans le détail, car beaucoup ont envahi notre marché. Et on n'est pas non plus très attentif à la qualité des matières premières employées pour leur fabrication. Chez nous, en Allemagne, je pense que nous sommes très soigneux dans la fabrication, mais ce n'est malheureusement pas le cas dans le reste du monde. Nos 2 chercheurs estiment faire un travail de détective en sentant les toxines. Ils ont rencontré les mélanges les plus incroyables lors de leurs analyses, des molécules qui ne sont même pas connues, et les effets secondaires non plus. La recherche est encore balbutiante dans ce domaine. La chercheuse recommande de faire systématiquement le test du nez quand on achète des jouets. Nous avons examiné très attentivement les jouets qui vont dans l'eau, les ballons par exemple, ou bien les brassards. Et on y trouve partiellement de très fortes concentrations de restes de détachants. On trouve de l'isophorone qui sent justement très fort l'odeur des brassards. Et on se rend compte que de grandes quantités doivent manifestement en être responsables. On peut alors craindre que de fortes expositions prolongées déclenchent par exemple des cancers. Je crois que la vie comme telle comporte toujours un certain nombre de risques. Il faut garder cela à l'esprit. Et lorsque nous introduisons quelque chose de nouveau, nous ne savons pas automatiquement quels en sont les effets à long terme.
Je crois qu'il existe plusieurs exemples dans le passé, dans tous les domaines, où nous avons constaté que les experts pouvaient parfois se tromper. L'erreur est humaine, y compris pour les produits synthétiques. Sur le marché, il existe des jouets contenant du bisphénol A. Des traces de ce perturbateur endocrinien auraient déjà été découvertes dans des aliments pour bébés. La médecine ne prend pas position, car le plastique contient souvent une si grande quantité de matériaux divers qu'il est impossible d'imputer la faute de façon monocausale. Ce qui est sûr, c'est que ces substances perturbent le système hormonal humain. Dans l'ensemble, les enfants sont devenus plus allergiques ou plus sensibles, et on veut savoir d'où ça vient. On peut donc s'interroger sur la nature de ces matériaux problématiques auxquels ils sont exposés. Bien sûr, il y avait déjà des enfants allergiques dans les années 70, mais ils étaient beaucoup moins nombreux, peut-être 5 ou 8%. Aujourd'hui, ils sont 30%. Et au final, quand l'enfant a grandi, à 25-30 ans, et qu'il n'a pas encore d'enfant, on se dit « mais que se passe-t-il » Et il arrive que durant ces 25-30 ans, il y ait eu tellement de produits synthétiques ingérés que les spermatozoïdes auront perdu de leur vigueur et qu'au lieu de 70 millions par éjaculation, il n'y en a plus que 20 millions. Pourtant, le plastique reste une bénédiction pour la médecine. Les poches de sang et les stents, les pacemakers et les prothèses, la matière synthétique sauve des vies. Impossible d'imaginer le quotidien des hôpitaux sans le plastique. On utilise aujourd'hui des pincettes en plastique et non plus en métal parce qu'elles n'ont pas besoin d'être stérilisées. On les jette tout simplement. Tous les spécialistes utilisent des matériaux en plastique qui sont jetés après usage à cause des règles d'hygiène et de stérilisation très contraignantes. La société du tout jetable. À l'aide, en Hollande, Merein Tinga a trouvé un allié. Il se fait appeler le Zwerfinator. Dans une autre vie, Dirk Groot était informaticien. Il y a 3 ans, il a renoncé à son travail pour collecter des déchets. On m'appelle le Zwerfinator, le terminator des déchets. Certains font du jogging, moi je me promène et je ramasse des déchets. Pour ce nouveau projet, je ramasse des bouteilles et des canettes. Je les prends en photo, je les géolocalise pour montrer que le problème est partout. Quand j'ai commencé à ramasser des déchets, j'en voyais partout. Mais je voyais aussi ces rapports qui disaient que tel endroit était propre, alors que moi je savais que c'était faux. Mais comment le démontrer? Il faut consigner les données. J'utilise une application d'un Californien qui fait comme moi avec les déchets. L'appli s'appelle Literati. Lorsque je montre les cartes à des hommes politiques, ils sont étonnés de voir qu'il y a plus de déchets qu'ils ne le pensaient. Le Zwerfinator au travail. Il collecte, prend des selfies et les met en ligne. Aux Pays-Bas, Dirk est une star de Facebook. Dirk est très important parce qu'il dispose de données objectives. Son principal but, c'est de montrer précisément où se trouve le plastique, où sont les déchets. Ce n'est pas comme le gouvernement ou les grosses sociétés qui ont d'autres intérêts. Le plastique est un gros business. L'industrie européenne du plastique représente un chiffre d'affaires annuel de 340 milliards d'euros. Et elle emploie environ 1,5 million de travailleurs répartis dans 60 000 entreprises. L'une de ces entreprises est Covestro. Cette ancienne filiale de Bayer est un géant de la chimie en pleine expansion. En 2017, son chiffre d'affaires fut de 14 milliards d'euros, soit 20% de plus qu'en 2014. Le plastique est un marché en expansion parce qu'il répond aux défis d'aujourd'hui et aide à les résoudre.
C'est pourquoi les marchés de produits synthétiques augmentent plus vite que les autres marchés. Nous avons besoin de plus d'isolation des bâtiments, d'automobiles plus légères. Ce qui veut dire que nous substituons des produits synthétiques à d'autres matériaux et que la croissance des produits synthétiques est supérieure à la moyenne. Les produits synthétiques sont un marché en expansion. Ils contribueront à surmonter nos problèmes. Le plastique est polyvalent, comme le montre Covestro avec sa palette de produits. Bien entendu, Covestro est également sur les rangs dans la médecine. Seringues, pincettes et autres instruments, la base de ces produits est fabriquée en Basse-Rhénanie. Les synthétiques de Covestro sont le point de départ de nombreux produits d'usage quotidien, dont des composants pour automobiles et des matériaux de construction favorables à l'environnement. La légèreté est un thème crucial de l'entreprise. Les synthétiques sont essentiels pour nous permettre d'atteindre nos objectifs climatiques, car ils permettent des réalisations impossibles à fabriquer avec d'autres matériaux. Et ils sont plus légers. La légèreté est très importante dans le domaine de l'automobile, justement. Les matériaux ont une durée de vie longue. Ils sont moins gourmands en ressources pour leur fabrication que des matériaux alternatifs. Je crois que si nous voulons atteindre nos objectifs climatiques, les matières synthétiques sont incontournables. Au contraire, nous devrons remplacer d'autres matériaux alternatifs par du plastique pour devenir plus efficaces en énergie et au bout du compte, faire face aux exigences avec moins de ressources. Dans de nombreux domaines, le plastique est sans conteste synonyme de prospérité. Les aliments industriels qui sont proposés sous emballage, les plats cuisinés que vous pouvez réchauffer au micro-ondes, les automobiles modernes, les ordinateurs et téléphones portables, les téléviseurs. Ce sont autant de symboles de prospérité qui ne peuvent plus être produits sans recours au plastique. En font partie, bien sûr, les vacances à la plage. Plus la carte postale sera exotique, plus l'effet produit sera grand. La mer bleue turquoise, le paradis sur Terre, voilà ce que promettent les catalogues des entreprises de tourisme et les pages web des portails de voyage. Mais qu'en est-il lorsque la mer bleue devient un cloaque? Qui est prêt à sauter à pieds joints dans les effets de sa propre indifférence lors d'un séjour de plongée au Honduras? Tout le monde sait pourtant que c'est la vie dans les océans qui rend la Terre habitable. La prospérité a un prix, et ce sont les déchets plastiques. 2 milliards de personnes sur la planète n'ont pas accès à des traitements des déchets dignes de ce nom. Sont concernées l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Asie. C'est là qu'est produite aujourd'hui la plus grande quantité de plastique. Et c'est là aussi qu'il s'en retrouve le plus dans la mer. La Chine, l'Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande et les Philippines sont ensemble responsables de la moitié de la pollution au plastique. Si ces 5 pays réduisaient leurs déchets plastiques de 65%, la quantité de plastique qui atterrit dans les mers diminuerait presque de moitié au cours des 10 prochaines années. Les conditions environnementales dans les océans se modifient plus vite que jamais. Les océans meurent, ce qui rend songeurs même les lobbyistes les plus endurcis. Je vais vous donner un avis tout à fait personnel. Ces derniers temps, je suis souvent allé en vacances en Asie et j'ai visité quelques pays là-bas. En tant que représentant de l'industrie du plastique, quand on voit l'état de l'environnement, je dois dire sincèrement que j'en ai l'estomac retourné. Il y a des images que j'aimerais ne pas voir, mais qui me motivent personnellement, avec les possibilités d'influence que nous avons ici en Allemagne, à continuer de travailler pour que les choses changent à l'avenir. Le Rhin, près de Bonn. Le fleuve est aujourd'hui plus propre qu'il y a 10 ans, mais les cours d'eau emmènent les déchets dans les océans. Il faudrait que le monde entier soit bientôt comme ici, avec moins de déchets plastiques. C'est l'avis des chefs d'entreprise David Katz et Sean Frankson. Empêcher le plastique d'atteindre les océans, c'est primordial pour l'écosystème marin, pour la chaîne alimentaire. L'océan, c'est l'origine de la vie. L'être humain vient de l'océan et on doit protéger notre lieu d'origine. Les 2 Canadiens sont les lauréats du prix des Nations Unies pour la protection de l'environnement et du climat.
Ils veulent éliminer les déchets plastiques dans le tiers-monde. Pour cela, ils ont fondé la Plastic Bank, une banque tout à fait particulière qui fait du plastique une monnaie pour venir en aide aux plus pauvres. L'idée nous est venue de créer cette organisation quand on a compris que la majorité des gens ne voient aucune valeur dans le plastique. On sait qu'on ne peut pas forcer les gens à recycler, surtout s'ils vivent dans la misère. C'est tout bonnement impossible. Mais si on parvient à leur faire comprendre que ce matériau peut contribuer à l'éducation de leurs enfants, ou donner accès à des soins médicaux, procurer à manger, à boire, un accès à l'Internet ou d'autres choses, alors ils changent leur point de vue. Collecter les déchets doit présenter un intérêt. C'est ici qu'ils ont commencé, en Haïti, l'un des pays les plus pauvres du monde et dans lequel les déchets sont un problème majeur. L'approvisionnement de la population en eau potable se fait ici presque exclusivement par des bouteilles en plastique. Les conséquences sur l'île sont dramatiques. Il y a du plastique partout. Depuis 2015, la Plastic Bank a recyclé plus de 3000 tonnes en Haïti, ce qui correspond à plus de 140 millions de bouteilles en plastique. Cela a permis de générer presque $1 million dans le pays. La plus grande part revient sous forme de paiement direct aux habitants qui collectent les déchets. La Banque du plastique verse de l'argent et délivre des bons d'achat. Le changement est palpable partout où nous allons. Un beau sourire quand quelqu'un reçoit de l'argent pour du plastique. Quand quelqu'un échange du plastique contre quelque chose qu'il n'aurait jamais pu avoir auparavant. Lorsqu'ils ont l'argent entre les mains et prennent leurs jambes à leur cou parce qu'ils ont du mal à croire que c'est vrai. Certains enfants peuvent aller à l'école parce que le recyclage permet à leur famille de payer leur scolarité. Il y a de gros changements partout où on va. Une mutation sociale grâce au plastique. C'est une idée attrayante. Un progrès qui, pour une fois, serait en faveur de l'environnement et qui recèle un réel potentiel économique pour l'avenir. La vision à long terme de la Banque du plastique est de faire comprendre qu'il existe 8 milliards de kilos de plastique sur la planète. Tout le plastique qu'on a produit est toujours là. Avec environ 50 centimes par kilo, le matériau vaut 4 milliards de dollars. Il faut reconnaître cette valeur et en faire une monnaie d'échange. Il faut utiliser le plastique et sa valeur pour résoudre l'ensemble des problèmes de notre planète, que ce soit l'extrême pauvreté ou le manque d'éducation. Le plastique doit être au cœur du changement. Le plastique comme solution aux problèmes de ce monde. Le Canadien visionnaire n'envisage pas moins que cela, ce qui fera plaisir aux lobbyistes. Visite dans un supermarché de Bonn. Katz et Frankson démontrent comment le consommateur peut être utile à la résolution globale des problèmes. Voici un exemple simple de ce que la Banque du plastique propose aux consommateurs. Faire en sorte que des marques connues utilisent notre matériau pour leurs produits. Celui que les plus pauvres de notre société ont récupéré dans les océans. Il vous suffit d'aller dans le magasin et de prendre dans un rayon une bouteille plutôt qu'une autre. Et ce sera utile aux collecteurs. Le pouvoir des consommateurs est plus grand qu'il ne l'a jamais été dans l'histoire. Par un simple geste dans le rayonnage, vous décidez si vous voulez changer le monde ou pas. Changer le monde. Il serait grand temps. La conférence sur le climat qui s'est déroulée à Bonn pendant 2 semaines à l'automne 2017 a réuni 25 000 participants, un record. Il n'existe à ce jour aucune conférence internationale d'une telle ampleur pour réduire le volume des déchets plastiques. L'initiative novatrice des 2 banquiers canadiens n'aide pas seulement les pauvres. Elle contribue aussi à l'amélioration des conditions de vie et à plus d'hygiène. Je pense qu'ils modifient réellement la vie de beaucoup de gens. Ils contribuent également à un changement culturel en Haïti. Il ne s'agit pas seulement d'enlever les déchets plastiques de la rue, mais de générer des ressources pour lutter contre de nombreuses maladies qui touchent avant tout les enfants et les personnes âgées. Depuis Haïti, Katz et Frankson veulent conquérir le monde avec leur idée. En Haïti et en Asie du Sud-Est, ce projet incite à retirer des cours d'eau les déchets plastiques en donnant une valeur à ce plastique. Merci d'accueillir la Plastic Bank. Félicitations. Le prochain arrêt sera Sao Paulo. Katz et Frankson veulent soutenir les collecteurs brésiliens de déchets. Ce concept est surtout intéressant pour des pays qui n'ont pas d'économie des déchets efficace.
Je suis très touché. C'est une magnifique reconnaissance. Un événement fantastique et important. Mais ce n'est qu'un début. Il y a encore tellement à faire. Et de fait, le besoin d'agir n'existe pas qu'en Haïti ou au Brésil, mais aussi devant notre porte. La culture du tout à emporter avec ses fast-foods et ses gobelets jetables pollue nos centres-villes. Même dans des villes pittoresques comme chez lui à Led, Merain Tinga ne cesse de rencontrer les déchets de notre prospérité. Vous voulez que je vous donne un exemple? Les pailles, les couvercles qu'on utilise pendant 30 secondes et qui se transforment en déchets qui vont durer 400 ans ou pour toujours. C'est ça notre culture de la prospérité. Des pailles et des couvercles qui finiront dans l'eau et elles y resteront pour toujours. Straw Wars, ou la guerre des pailles. C'est ainsi que les protecteurs de l'environnement appellent l'incroyable consommation de paille aux États-Unis. Selon les calculs du service des parcs nationaux, les Américains consomment 500 millions de pailles en plastique par jour, soit l'équivalent de 125 bus scolaires remplis jusqu'au plafond de paille chaque jour. Le chiffre est tellement incroyable qu'il a choqué le Norvégien Erik Solheim, directeur de l'Agence pour l'environnement des Nations Unies, lors du sommet pour l'environnement de l'ONU à Nairobi. La guerre est déclarée au plastique, et ce haut fonctionnaire désigne un produit en particulier. Avons-nous vraiment besoin de paille dans nos sociétés? Est-ce que nous ne pouvons pas boire comme ma mère, ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère, dans des tasses ou dans des verres? Avons-nous vraiment besoin de paille? C'est une petite chose, mais quand nous allons à Bali, un extraordinaire lieu de vacances, nous trouvons des pailles sur la plage. Que ce soit dans la caipirinha, le mojito ou la tequila sunrise, elle est toujours là quand on sert un cocktail. Mais aussi dans chaque distributeur chez McDonald's. La paille. Mais qu'arrive-t-il si elle se coince? Pas dans notre gorge, mais dans le nez d'une tortue de mer. Ce sont des images que personne ne veut voir, mais qui montrent une chose. Le plastique est vraiment partout. Lübeck, une petite ville pittoresque dans l'extrême nord de l'Allemagne. Une habitante entreprenante s'est rappelé que le mot paille venait de la tige du même nom et elle a développé une alternative pour qu'on ne voit plus de telles images. Marie-Louise Dobler est retournée au sens originel du mot. 500 millions de ces tubes en plastique finissent en déchets, rien qu'aux États-Unis. On en trouve sur les plages, sur les trottoirs, partout sauf là où il le faudrait, c'est-à-dire nulle part. Voilà pourquoi nous produisons des tubes en paille naturelle, pour faire quelque chose pour la nature et promouvoir l'écologie. Le changement commence avec les petites choses. Et nous commençons par la paille en fibre naturelle. Commencer petit est la devise de Marie-Louise. C'est par les détenus du centre pénitentiaire de Lübeck qu'elle fait découper et traiter sa paille. Seulement, sa paille naturelle est considérablement plus chère que le plastique. Stromi, l'entreprise de Marie-Louise Dobler, espère produire pour la première fois cette année plus d'1 million de pailles. Pour mémoire, les Américains en utilisent tous les jours 500 fois autant. Nous aurons bientôt terminé les 25 000. Super, comme ça je pourrai tout envoyer dès demain. Ce serait génial. Et les États-Unis, ce sera pour la semaine prochaine? Oui. Vous pensez que ce sera terminé quel jour la semaine prochaine? Plutôt à la fin de la semaine, pas avant. C'est une grosse commande, ça nous prend un peu plus de temps. Oui. Et il nous faudra également de la nouvelle paille. C'est ce que j'ai pensé aussi. C'est plutôt bon signe. Magnifique. Pour elle, le Made in China est hors de question.
Et le métier de découpeur de paille n'existe pas comme tel. Comment Marie-Louise Dobler a-t-elle eu l'idée du centre pénitentiaire? Par nécessité. Nous cherchions des gens qui sachent découper. Et puis, il faut prendre en compte les frais de production. En fait, il s'agit d'un travail manuel, depuis le premier instant jusqu'à ce que ça atterrisse chez le client. Ni en Allemagne ni ailleurs, nous ne sommes capables de les fabriquer à de tels prix sans la possibilité de produire dans les mêmes conditions qu'ici. Il faut préciser que les pailles de Stromy sont emballées dans des matériaux biologiquement dégradables avant d'être livrées. Pourquoi chercher au loin? Helgoland n'a certes pas des tortues de mer géantes à proposer, mais par contre, quantité de fous de bassan et de fulmars. Lorsqu'ils ne volent pas au-dessus de la mer, ils couvent sur les falaises de l'île. Le plastique est polyvalent et a de nombreuses applications, jusque dans la construction de nids. Et plus d'un oiseau va s'empêtrer dedans, avec des conséquences fatales. Le plastique est partout, y compris dans l'estomac de ces fous de bassin. Les chercheurs déplorent que 2/3 des oiseaux de mer présentent déjà des séquelles de plastique dans le tube digestif. D'ici 2050, ce seront 99% d'entre eux. L'espèce la mieux étudiée dans l'Atlantique Nord-Est est le fulmar. On en trouve partout. Et le problème des déchets plastiques devient alors évident. Il est entré dans sa chaîne alimentaire. On a fait des recherches représentatives et constaté que dans 95% des estomacs de tous les fulmars se trouvait du plastique. En moyenne, ce sont 30 morceaux par animal. Voilà qui démontre bien l'ampleur du problème. Près de Bergen, sur la côte norvégienne de la mer du Nord, un cétacé s'est échoué. Il avait 30 sacs de plastique dans le ventre. Le plastique avait obstrué son estomac. La baleine risquait de mourir de faim avec le ventre plein. Les chercheurs l'ont délivré et l'ont sauvé d'une mort certaine. Ce sont les fleuves qui amènent le plus de plastique dans la mer. Il est temps de lancer un cri d'alarme. Il est temps pour une action sur le Rhin. J'ai voulu aller à la source pour montrer comment l'eau qui jaillit là est claire et propre. Et nous ne pouvons pas accepter qu'elle soit polluée par le plastique pendant son trajet vers la mer du Nord. Durant l'été 2017, Merain Tinga s'est mis en route pour une expédition d'un type particulier. Nous sommes à Constance, au kilomètre 0 du Rhin. C'est là, derrière le vieux pont. De là, il y a 1035 km jusqu'à la mer du Nord. Il a descendu le Rhin sur un stand-up paddle depuis la source jusqu'à l'embouchure. Il a donc appelé son action « From Source to Sea ». Le voyage a duré 4 semaines. 4 semaines à collecter des déchets et à plaider pour l'introduction de la bouteille consignée en Hollande. Avec le vent contraire, c'est assez difficile. Il a appris la technique du stand-up paddle uniquement pour ça, peu avant le début du voyage. Dans l'eau, sur l'eau et au bord de l'eau, il a collectionné des souvenirs de la société du jetable pour confronter les patrons des grands producteurs de boissons et des supermarchés à ses trouvailles. Avant de partir, il les désignait comme ses ennemis, mais il espère en faire des alliés dans son combat pour la bouteille réutilisable. Dans la plupart des cas, on ne peut pas savoir ce que c'est, car ce ne sont que des petits fragments d'emballage.
Ce que je croise, je l'emporte. Je le mets dans un petit sac que je garde sur mon surf. Il veut empêcher les morceaux de plastique d'atteindre la mer du Nord, où sous les effets du vent et du climat, ils se décomposent en morceaux toujours plus petits et se transforment en microplastiques. Personne ne sait précisément où ils atterrissent ensuite. C'est une question qui préoccupe les scientifiques. Dans la baie de Villefranche-sur-Mer, sur la Côte d'Azur, se trouve l'Observatoire océanographique, un centre important de la recherche sur les mers. C'est le microplastique qui attire les chercheurs sur ce lieu de travail idyllique et qui oriente leurs travaux. Fabien Lombard est l'un des océanographes les plus réputés. Sa spécialité est le plancton, mais depuis quelque temps, les scientifiques doivent se consacrer davantage à une nouvelle espèce, le microplastique. Sur le quai, il capture des méduses. Salut Fabien. Son maître est le légendaire professeur Gabi Gorski. La pêche d'aujourd'hui? La pêche d'aujourd'hui, ouais. Il y en avait plein au ponton, tu vois. Et elles sont pas trop en forme, hein, elles sont un peu transparentes. Mais il y en avait qui avaient du plastique dans l'estomac. Là, elles sont en train de pondre. Bah oui, on a des œufs, tu vois, ça ouais, c'est des œufs qu'elles ont pondus. Et là, tu vois, celle-là, elle a même un morceau de polystyrène dans l'estomac. On le voit, il est là, le morceau de polystyrène. Le plastique est partout, y compris chez les méduses du sud de la France. Là où il y a du plastique, il y a en règle générale aussi des méduses. Leur mucus pourrait être utile contre la pollution car il lie les nanoparticules. Mais les microparticules peuvent bien entendu aussi entrer dans la chaîne alimentaire par l'intermédiaire des méduses. Une économie circulaire qui n'est pas souhaitable. Donc les méduses peuvent manger du plastique. Elles vont le garder pendant quelques heures dans l'estomac, le temps de digérer d'autres proies. Et donc pendant ce temps-là, elles peuvent soit accumuler des toxines qui sont attachées sur le plastique, soit aussi, comme les méduses sont des proies idéales pour pas mal de poissons, elles vont éventuellement participer à l'ingestion du plastique par les poissons, parce que le poisson va essayer de manger la méduse et il y aura du plastique à l'intérieur. Et avec le poisson, le microplastique va à nouveau atterrir dans nos assiettes. Un véritable cercle vicieux. Quand on va collecter des méduses au large, on se rend compte qu'environ 80 à 90% des méduses ont des fibres de plastique, des fibres textiles dans l'estomac, jusqu'à 900 fibres par méduse. Et concernant des gros morceaux de plastique, c'est-à-dire de la taille du centimètre, on va avoir environ entre 10% et 20% des méduses qui ont du plastique dans l'estomac. En effet, il y a beaucoup de plastique. Nous avons arrivé avec nos mesures jusqu'à 600 000 plastiques par kilomètre carré. Les dernières montent millions ou plusieurs millions de morceaux de plastique visibles à l'œil nu dans la Méditerranée. Et donc il y a des très fortes agrégations, mais la circulation les amène après un certain temps de séjour en mer vers les côtes. Donc il faut tout d'abord s'organiser pour nettoyer les côtes. Gorski vit et travaille depuis de longues années dans le sud de la France. Il aime sa patrie d'adoption et la mer aussi. Le professeur émérite jouit d'une excellente réputation au sein de la communauté scientifique. On a considéré jusqu'à maintenant que l'océan c'est un tapis et qu'on peut soulever le tapis et mettre tous les saletés de la maison sous le tapis, on rabat le tapis, on ne voit plus rien. Et maintenant on voit. Avant on ne voyait pas parce que l'océan est grand, les choses étaient diluées et maintenant on voit. Et on voit de plus en plus, et on mange de plus en plus nos saletés qui atterrissent dans les océans. Nos mégots de cigarettes, c'est des années que ça peut naviguer dans les océans, de rentrer dans les estomacs des poissons et revenir sur nos assiettes. Et oui, nos mégots vont ensuite nous asphyxier. Maria Luisa Pedrotti est originaire de Florianopolis, dans le sud du Brésil. Elle aussi est une élève de Gorski. Le plastique au lieu du plancton, voilà le genre de virage que peut prendre aujourd'hui une vocation. Je travaille sur les microplastiques
et sur la faune attachée à ces nouvelles structures qui sont dans les océans maintenant, avec des quantités immenses. Et que c'est nous-mêmes, c'est l'homme qui a créé le plastique, l'homme qui a pollué les océans. Et maintenant, au lieu de travailler sur la biodiversité ou le plancton, mais on est en train de travailler sur cette nouvelle espèce qui envahit nos océans. Les particules de microplastique fonctionnent comme des aimants. Elles attirent d'autres produits nuisibles et agissent comme une sorte de radeau pour les poisons présents dans l'eau. Mais il y a encore autre chose de plus inquiétant pour la science. Alors on appelle the missing plastic, voilà, les plastiques manquants. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas encore... il y a des études qui ont été faites qui montrent la quantité de plastique qui sont déversés dans l'océan. Ça veut dire qu'ils ont analysé les bandes côtières de plusieurs pays, la quantité de plastique qui n'est pas bien gérée, les plastiques qui n'est pas recyclés et tout. Et on arrive à des quantités de plastique. Il y a 8 millions de tonnes de plastique qui sont déversées tous les ans en mer. Et quand après on regarde par rapport au plastique qu'on trouve en mer, ça veut dire que nous, on va le chercher et analyser, mais on trouve 1% de la quantité de plastique qui devait se trouver en mer. Et la question est, où sont les autres plastiques? À la recherche du plastique perdu. Dans le cadre des expéditions Tara, le groupe qui entoure les scientifiques de Villefranche-sur-Mer analyse le plancton dans la Méditerranée. Les résultats ne sont pas rassurants. Dans certains endroits, comme au large de la Corse, on trouve plus de plastique que de plancton. Heureusement qu'ailleurs, il y a encore 5 fois moins de plastique que de plancton. Mais les scientifiques mettent en garde. Si nous continuons comme ça, d'ici quelques années, les poissons mangeront autant de plastique que de plancton. Une catastrophe pour leur digestion, leur croissance et donc pour la chaîne alimentaire humaine. La représentation qu'on a généralement de ces îles de plastique est fausse. C'est au niveau des 5 tourbillons marins que se concentrent la plupart des déchets plastiques, sous l'effet des courants des mers du globe. L'image d'une soupe serait plus proche de la réalité que celle d'une île. La glace des pôles. Là aussi, les scientifiques du Tara ont fait des découvertes. La conception romantique de la glace éternelle et de la nature pure n'existe plus que dans notre imagination. Cette nature n'est plus vierge depuis bien longtemps. On soupçonne même à présent qu'il existe un 6e tourbillon de plastique. Tous les gobelets qui sont jetés sans qu'on y prête attention se décomposent en arrivant dans la mer, en partie plus petites, sous l'effet de la lumière du soleil et de l'eau salée, et finissent en microplastique. Et ils peuvent atterrir ici. Plus il y a de glace qui fond, plus il y aura de bateaux qui circulent ici, et plus les hommes laisseront de traces. Tout est relié. À l'Université libre d'Amsterdam, on étudie les effets du microplastique sur notre quotidien. Heather Leslie, une éco-toxicologue canadienne, examine avec son équipe des échantillons de tous les domaines de la vie quotidienne. Nous examinons le microplastique comme on le rencontre dans des domaines très divers de notre environnement. Nos échantillons sont prélevés dans l'eau, sur des sédiments ou sur des invertébrés. Mais il nous arrive aussi de tester des produits de supermarché. Le plastique est partout, y compris dans la boisson nationale des Allemands. Le microplastique ne respecte pas le décret sur la pureté de la bière vieux de 500 ans. Des fibres de microplastique ont été relevées dans la bière, dans le miel et dans l'eau. Le plastique arrive également dans nos aliments par les airs. Ici, nous avons une très petite fibre synthétique trouvée dans une bouteille de bière. C'est un produit dans lequel on ne soupçonnerait pas la présence de plastique.
Seulement voilà, nous utilisons le plastique depuis si longtemps que nous sommes en passe de plastifier notre planète. Il est très difficile de trouver un endroit sur Terre sans plastique. Polyvalent, bon marché, mais surtout avec une longue durée de vie. Tout cela n'est pas nouveau. Il est choquant de constater que nous n'avons plus de contrôle sur ce matériau. Le plastique est en train de conquérir chaque recoin de notre planète. Et il a déjà atteint notre chaîne alimentaire. Il y a même du plastique dans la glace de l'Arctique, et même dans l'espace, sous forme de déchets spatiaux. Partout où vont les humains, ils laissent un peu de plastique. Et comment cela se répercute-t-il sur l'espèce humaine? Que sait la médecine à ce sujet? Difficile de faire de la recherche quand on manque de financement. Avant de pouvoir lancer un projet de recherche, il faut convaincre beaucoup de gens de la pertinence du sujet. Malheureusement, la recherche sur le microplastique n'est pas volontiers financée par des entreprises pour lesquelles les résultats pourraient avoir des conséquences néfastes. Et de nombreux budgets de recherche se voient amputés. Nous nous trouvons donc dans une situation très compliquée. Si vous travaillez dans un secteur industriel en lien avec des problèmes sanitaires humains, alors ce sont de très mauvaises nouvelles. Je comprends parfaitement que des entreprises puissent hésiter à sponsoriser ces recherches. Ce n'est tout simplement pas dans leur intérêt. Je crois qu'à ce jour, il n'existe pas d'indice sérieux permettant d'affirmer la présence d'une charge élevée de produits synthétiques dans l'alimentation humaine. De nombreuses recherches dans ce domaine montrent que cela se concentre dans des aspects restreints de l'alimentation humaine, impropres en fait à la consommation humaine. On ne connaît donc pas encore de preuves d'une charge plus élevée. Et je crois que ces annonces qui reviennent régulièrement, de produits synthétiques dans la bière et dans les aliments, tout cela n'a pas encore été confirmé. Dans notre groupe de travail, nous examinons aussi la présence de microplastiques dans des aliments, car cela permet d'expliquer comment les microplastiques arrivent dans le corps humain. Nous avons donc aussi examiné des échantillons de sel marin et d'autres échantillons prélevés dans des mines de sel. Dans le sel de mine, nous avons trouvé 0 particules par kilo de sel. Et dans tous les échantillons de sel de mer, nous avons trouvé des quantités non négligeables de particules de polypropylène et de polyéthylène. Nous avons aussi examiné un vieux bloc de sel issu d'une saline de Formentera, qui n'est plus en activité, ce qui veut dire que le sel a plus de 30 ans. Il s'est avéré qu'il y avait environ 100 particules de microplastique par kilo de sel. Dans de nouveaux échantillons prélevés dans la même région de Formentera, mais dans des salines en activité, nous avons relevé 300 particules. Cela signifie d'une part que la quantité a triplé et d'autre part que le problème du microplastique dans les cours d'eau n'existe pas depuis quelques années seulement, mais depuis plusieurs décennies déjà. Celui qui vient de contredire avec autant de compétences le représentant de Plastique Europe sait de quoi il parle. Andreas Fath est professeur de chimie et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est nager. En 2014, il a descendu le Rhin à la nage, de sa source jusqu'à son embouchure, au nom de la science. Son thème, le microplastique bien sûr. Et il a nommé son projet de recherche plutôt inhabituel, eau pure du Rhin. Tous les échantillons qu'il prélevait étaient analysés par des étudiants dans le camping-car qui l'accompagnait dans son périple. On constate une augmentation continue de tous les produits nuisibles que nous avons relevés dans le Rhin, depuis la source jusqu'à l'embouchure. Mais la source n'est pas à exclure. Nous avons pris la source, le lac de Thomas, comme référence. Mais cet échantillon zéro, pour ainsi dire, n'était pas nul. Nous avons trouvé là aussi des tensions actives perfluorées et du microplastique, et dans des concentrations plus élevées que dans les autres segments du Rhin. C'est dû au fait que le lac de Thomas est quasiment un entonnoir, un aspirateur où se regroupent les produits nuisibles, y compris le microplastique qui se trouve déjà dans les champs de neige alentour et dans les précipitations. Or, le lac se remplit par la fonte des neiges. Nous y avons donc trouvé 270 particules par mètre cube d'eau. C'est aussi par les affluents que les déchets entrent dans le Rhin, comme par la Kinzig, qui traverse la région dont Andreas Fath est originaire.
Le week-end est propice à la moisson, comme le dit ce professeur engagé. Il se met alors en chemin avec ses enfants et des amis pour collecter les déchets avant qu'ils n'atteignent la mer. Quand on regarde les échantillons de produits synthétiques que l'on recueille sur les branches des arbres, on constate qu'ils sont déjà en train de se décomposer. Et tout ce qui manque là, on ne peut évidemment plus le récupérer. C'est déjà parti en aval dans le Rhin. On peut dire que c'est déjà du microplastique. C'est exactement comme ça que le macroplastique se transforme en microplastique. Il devient fragile et en hiver, ce sera sans doute encore pire si on ne moissonne pas tout. Quand viendra le printemps et que les eaux monteront, tout cela sera emporté. Parce que c'est fragile et ça n'a plus de tenue. Il faut faire un peu de ménage, comme nous l'avons fait. C'était l'été lorsque l'activiste hollandais Merijn Tinga s'est mis en route pour faire un peu de ménage. Il lui a fallu 4 semaines pour mener à bien son projet, exactement comme le professeur Fat. Aucun chemin n'est trop long pour les objectifs scientifiques qu'ils se sont fixés. Beaucoup de choses que je vois ici viennent des barbecues et des pique-niques. Oui. Ce sont des gens qui pique-niquent et qui laissent leurs affaires ici. Oui, il y a toujours des pique-niques et des barbecues ici. On retrouve beaucoup de choses comme ça. Un bouchon. En hiver, le niveau de l'eau monte jusque-là. C'est ici, dans les herbes hautes, qu'on trouve les tout petits échantillons. Il y en a partout, et c'est bien sûr très difficile de tout ramasser et de tout nettoyer. On ne peut pas nettoyer ça. La solution doit forcément venir de la prévention. La fin de la pollution de nos mers par le plastique commence sur Terre, par notre comportement de consommateur. L'usage multiple, voici le credo de Merijn Tinga. Les emballages, les bouteilles, c'est la partie des déchets que je peux voir. Mais une grande partie des déchets plastiques n'est pas visible, parce que le matériau se décompose en éléments de taille microscopique. J'ai visité une usine de traitement de l'eau. On m'a dit qu'il n'existait pas de possibilité de filtrer les particules de plastique très petites. À l'Université libre de Berlin, on se pose les questions suivantes. Est-ce que des filtres seraient une solution au problème? À partir de quel moment peut-on retirer le microplastique de la circulation? Le professeur Leinfelder est géobiologiste et chercheur en anthropocène. Avec son assistant, Yosri Hassanain, il travaille au développement d'un système de filtrage qui serait capable de retenir les particules de microplastique produites par les vestes polaires et les résidus cosmétiques dans les eaux usées des ménages. À mon avis, c'est vraiment une approche très créative. Il faut maintenant examiner cela de plus près sur le plan méthodologique, au cas où l'on envisagerait une fabrication en série. Nous travaillons ici avant tout avec le microplastique que M. Hassanain prélève à partir de cosmétiques. Mais il y a aussi des microfibres qui sont un très gros problème, ou bien des abrasions de voitures. Il faudrait tester tout cela. Mais en principe, ça semble marcher, et je crois que c'est l'avancée la plus importante. Le plastique est partout. Les géologues aussi sont confrontés au problème. Ce que j'aimerais, mais on est encore loin du compte, c'est que nous puissions avoir dans chaque ville un dispositif qui retiendrait le microplastique avant que l'eau ne quitte les ménages, dans chaque maison ou dans chaque immeuble, avant que les eaux usées ne rejoignent les canalisations. À l'origine, l'affaire du géologue, ce sont les échantillons de roches. La géologie est la science de la formation de la croûte terrestre. Les roches et l'histoire de leur développement sont au centre de leur intérêt scientifique. Enfin, c'est ce qu'on pourrait penser.
Regardez, il y a marqué Duplosan dessus. C'était l'une des premières entreprises à fabriquer des préservatifs. Je crois qu'elle existe depuis la fin des années 1920. Dans les années 30 et pendant la guerre, c'était extrêmement répandu dans la Wehrmacht. Le préservatif protégeait contre la syphilis et empêchait les grossesses, bien sûr. Manifestement, nous avons là du plastique, alors que les premières boîtes, jusque dans les années 60, étaient en aluminium. On va essayer de l'ouvrir. On dirait que c'est vide, mais peut-être aussi que ça n'a pas servi. Je vais essayer de l'ouvrir en faisant attention. Je ne voudrais pas la casser. On dirait plutôt que ça ressemble à du caoutchouc naturel. Ça résiste moins bien à l'air. Il faudra l'examiner mieux au labo, mais je soupçonne qu'il y a là-dedans encore le préservatif original, fossilisé. Quelle belle trouvaille! La recherche va devoir accélérer sa cadence si elle veut suivre le rythme de l'industrie. Il le faut bien, car l'homme est devenu un facteur géologique de plus en plus déterminant. Il a déjà modifié 75% de la planète et transformé en équipement technique plus de 30 milliards de tonnes de matériaux. Des géologues, comme le professeur Leinfelder, ont inventé une nouvelle époque de l'histoire de la Terre, l'Anthropocène, qui a été faite par l'homme. Les traces de cette présence humaine accompagnent le professeur Leinfelder pas à pas. Et le concept d'environnement lui semble inapproprié. Parler d'environnement est une manière de tracer des frontières. Nous sommes là et autour de nous, proche ou lointain, il y a l'environnement. Ce qui nous en distancie, c'est que nous pouvons nous en préoccuper quand ça nous arrange. Nous savons aussi qu'il est abîmé, mais il est difficile de s'en occuper. Nous devrions apprendre à vivre avec la conscience que nous faisons partie intégrante de ce système. Accepter le monde sans vouloir le posséder. Une attitude déjà presque philosophique qui n'est pas forcément compatible avec la folie de la croissance. Dans le monde de Michael Braungart, il n'existe pas de déchets. Il croit qu'il est possible de réconcilier la croissance et la conscience environnementale. Cradle to Cradle, du berceau au berceau, est son principe. À vrai dire, c'est très simple. La nature ne connaît pas de déchets. Tout est nutriment. Toutes les choses qui s'usent doivent retourner dans des espèces de cycles biologiques, de même que tous les produits de la nature retournent dans des cycles naturels. Mais toutes les choses qui sont seulement utilisées doivent aller dans des cycles techniques, du berceau au berceau, et non pas du berceau à la tombe. Nous ne sommes finalement pas plus intelligents que les autres êtres vivants, car nous seuls produisons des déchets. Et si nous apprenons à ne plus en produire, mais à tout transformer en nutriments, alors nous pourrons aussi être 10 milliards d'êtres humains sur Terre. Cela demande évidemment un design intelligent du produit. Ce n'est pas dans la machine à laver qu'il faut mettre le filtre, mais dans la tête du designer. Quand il développe des produits, il doit penser à leur utilisation ultérieure. Conformément au Cradle to Cradle, Michael Braungart conseille des entreprises comme l'usine Frawley. Ils ont le projet de fabriquer un concept de lit sans le moindre poison. Par ailleurs, tous les produits synthétiques utilisés dans la fabrication devront être réutilisables. Les gens ont des droits et la collectivité a le droit d'obtenir des produits sains. C'est le rôle de l'État de garantir cela. Il ne faut donc pas des systèmes liés à la morale, mais uniquement à des droits et à la qualité. Car un produit qui se transforme en déchet a tout simplement un problème de qualité. Il suffit de dire, d'ici 2040, il n'y aura plus de déchets. Plus aucun déchet ne sera brûlé, plus rien ne sera entreposé. Si tu as voulu fabriquer un produit ne respectant pas cette règle, ce sera ton problème. Ton problème, pas ta responsabilité. Parce que la responsabilité est une catégorie à laquelle on peut toujours se soustraire. Mer du Nord, terminus. Merain Tinga a quasiment atteint son but. Il a parcouru plus de 1000 km de la source du Rhin jusqu'à son embouchure.
Quand je suis arrivé à Rotterdam, je me suis senti tout petit sur mon paddleboard, à côté de cargos immenses et hauts comme des immeubles. Rotterdam est l'un des plus grands ports du monde. J'y reçois même les salutations nautiques à mon arrivée. Je suis presque arrivé au but de mon voyage. C'est le dernier événement médiatique avant que je ne retourne demain sur l'océan avec mon paddle. Symboliquement, c'est très important d'atteindre la mer du Nord. Je voulais partir de la source du Rhin. Comme il l'a appris entre-temps, l'eau qu'il avait prélevée à la source n'était pas aussi pure qu'il le pensait. La source princière du Rhin. C'est pas beau ça? La source princière du Rhin. C'est important que nous trouvions cette bouteille justement à cet endroit. La prochaine crue l'aurait emportée au large. Exactement comme je le ferais avec mon bateau. Mais cette bouteille n'a rien à faire ici. Elle ne devrait pas atteindre la mer. Et les fabricants pourraient empêcher cela. Un homme seul face à la mer. Tinga croit en la force du changement qui doit se produire en chacun d'entre nous. Il a rencontré des hommes politiques et des dirigeants d'entreprise. Son engagement, espère-t-il, les a conduits à penser autrement. Les bouteilles consignées sont un petit, mais un premier pas sur la voie d'une Hollande sans plastique. Ma campagne a eu pour effet que beaucoup de gens se sont mis à réfléchir à un système de consigne des bouteilles en plastique. Nous devons faire pression non seulement sur les hommes politiques, mais aussi sur les entreprises. Un monde sans plastique ne serait pas un monde meilleur. Mais nous avons globalement un quota de recyclage de 2%. Et sur le long terme, ça ne pourra pas durer. Nous avons donc besoin d'un autre plastique, qui ne soit pas sans valeur une fois qu'il a été utilisé et que l'on pourra effectivement recycler et remettre en circulation. Les matières synthétiques nuisent à l'environnement. Les effets sont multiples, de l'incinération au stockage en déchetterie. Tout cela libère des substances nuisibles. Je pense qu'un impôt pourrait servir à une intervention efficace. Si l'on réduit les subventions au pétrole et qu'on se préoccupe de systèmes de consigne raisonnables, alors on obtiendra des degrés de recyclage corrects. Les produits alternatifs, ceux qui ne produisent pas ces effets catastrophiques quand ils se décomposent, auront alors une chance. Les microplastiques dans la chaîne alimentaire peuvent conduire à des conséquences néfastes pour la santé. Pour l'instant, nous savons peu de choses là-dessus, mais il est grand temps que nous le découvrions. On consomme en effet bientôt 2 fois la planète par an, ce que la planète peut donner. Ce n'est pas sans se mettre soi-même en danger, ce n'est pas gratuit, c'est dangereux, il faut arrêter. Et nous devons commencer à comprendre comment traiter correctement ce que nous avons créé. Le plastique est l'œuvre de l'homme. Il n'est pas mauvais en soi. Ce qui est mauvais, c'est l'usage que nous en faisons. Et c'est au cœur du message de Merain Tinga. Chacun doit prendre sa part de responsabilité pour empêcher que notre planète ne soit plastifiée.